En Tunisie, le président Kais Saïed se rendra dimanche en Algérie pour sa première visite officielle, a annoncé mercredi la présidence. Il avait promis avant son élection que son premier déplacement à l'étranger se ferait en Algérie. Un jeune homme de 19 ans a été tué mercredi à Conakry lors de heurts avec les forces de l'ordre, a indiqué un de ses proches. L'opposition guinéenne manifeste depuis 3 mois contre un éventuel troisième mandat de Condé. Un ouf de soulagement pour les fonctionnaires du Zimbabwe. Ils ont accepté mercredi, après de longs mois de négociations avec le gouvernement, une première hausse importante et immédiate de leur salaire. Ainsi se présente le sommaire de cette édition, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Un jeune homme de 19 ans a été tué mercredi à Conakry lors de heurts avec les forces de l'ordre, a indiqué un de ses proches. L'opposition guinéenne, faut-il le rappeler, manifeste depuis plus de 3 mois contre un éventuel troisième mandat prêté au président Alpha Condé. Reportage. La mort de Mamadou Saïdouba, étudiant en sciences économiques de l'université de Sonfonia, porte à 28 au moins le nombre de manifestants tués depuis le début à la mi-octobre de cette vague de protestation qui a également coûté la vie à un gendarme, selon un décompte de l'agence France Presse. Au bout de quelques minutes, après avoir été opéré, le jeune étudiant a rendu l'âme alors que ses parents ne l'avaient pas encore vu, a déclaré un de ses proches, s'exprimant sous le couvert de l'anonymat. Le jeune homme habitant à Koza, quartier populaire et fief de l'opposition dans la banlieue de Conakry, avait été atteint par balle au niveau de la poitrine, selon une source médicale. La balle a perforé le thorax, a expliqué un médecin de l'hôpital où il avait été admis. Contacté par l'agence France Presse, la police guinéenne s'est refusée à tout commentaire. Un autre jeune homme a également été blessé mercredi par balle au niveau de la poitrine et était en soins intensifs, a indiqué dans la soirée à l'AFP un de ses frères. L'opposition guinéenne organise depuis la mi-octobre des manifestations, parfois durement réprimées, ont fait barrage au projet qu'elle prête au chef de l'État de briguer un troisième mandat à la fin de l'année, alors que la Constitution en limite le nombre à 2. Personne ne dit à la Guinée ce qu'elle doit faire. C'est ce qu'a affirmé mercredi à Conakry le président Alpha Condé. Il est confronté, le chef de l'État guinéen, depuis des mois à une semaine de contestation dans ce pays, une contestation organisée par l'opposition qui réclame une plus grande implication de la communauté internationale dans les affaires intérieures de la Guinée. En 1958, nous avons osé dire non pour prendre notre indépendance. Malgré tous les risques, nous sommes toujours debout, a dit Alpha Condé devant un parterre de diplomates essentiellement issus du monde arabe. La Guinée avait voté non au référendum instituant une communauté franco-africaine, proposée cette année-là par le général de Gaulle, accédant peu après à l'indépendance. L'opposition guinéenne organise depuis la mi-octobre des manifestations, parfois durement réprimées, pour faire barrage au projet qu'elle prête au chef de l'État de briguer un troisième mandat à la fin de l'année, alors que l'actuelle constitution en limite le nombre à 2. À la mi-janvier, le chef de la diplomatie française, Jean-Yves Le Drian, avait déclaré la France particulièrement préoccupée. Nous discutons avec nos partenaires, nous écoutons leurs conseils, mais personne ne dicte à la Guinée ce qu'elle doit faire. C'est le peuple de Guinée qui décide de son avenir. Il faut que ça soit clair pour tout le monde, a déclaré ce mercredi Alpha Condé lors de l'inauguration à Conakry du siège d'une nouvelle agence de lutte contre la pauvreté, soutenue financièrement par le Fonds d'Abu Dhabi. Nous sommes prêts à collaborer avec nos partenaires, à les écouter, mais dans le respect réciproque, a poursuivi le dirigeant guinéen de 81 ans. Condé a aussi souligné que son pays n'était pas le seul à traverser des crises. Nous voyons des manifestations, nous voyons des crises partout, a-t-il dit. Pour rappel, au moins 27 personnes ont été tuées depuis la mi-octobre dans les affrontements entre manifestants et forces de l'ordre qui ont également coûté la vie à un gendarme, selon le décompte de l'agence France Presse. Au moins 36 civils ont été tués à la machette dans la nuit de mardi à mercredi près de Béni, dans l'est de la République démocratique du Congo. C'est un nouveau massacre après quelques semaines d'accalmie. Reportage.
Paysans achevés à l'arme blanche, le soir en brousse de retour des champs ou au village à la nuit tombée, le mode opératoire de cette attaque porte la signature du redoutable groupe armé des ADF d'après les autorités et les survivants. La tuerie a commencé mardi soir à Manzigui, au nord-ouest de la cité d'Oicha. Grâce à Dieu, certains ont pu s'échapper, les autres ont été décapités et ils ont trouvé la mort. Je ne connais pas le nombre de décès, mais ils sont nombreux. J'ai vu ceux qui étaient en train de respirer et on les a récupérés. Oui, notre malade a multiples plaies sur la tête, qui sont des plaies par machette, sont des plaies translucientes. Il y en a des plaies qui sont plus profondes, qui atteignent même l'os. Ce sont des types de blessures qu'on a reçues plusieurs fois ici, chaque fois qu'il y a carnage dans la région, aux alentours de la cité. Les massacres ont duré toute la nuit d'après l'ONG des droits de l'homme CEPADO. Parmi ces victimes, certaines femmes auraient été violées par les bourreaux avant d'être tuées, dénonce dans un communiqué le député provincial Jean-Paul Paloukou. Le bilan de 36 mois est établi par la société civile qui ramasse et enterre les corps et l'administrateur du territoire qui supervise la police. Au total, les forces démocratiques alliées ADF sont accusées d'avoir tué près de 300 personnes depuis début novembre et plus d'1 millier depuis 2014 dans la région de Béni. D'après les experts, les ADF se vengent depuis novembre sur les civils de l'offensive lancée par l'armée congolaise contre leur base dans la forêt et la jungle autour de Béni. L'armée s'est félicitée d'avoir repris le quartier général des ADF et d'avoir tué 5 de leurs 6 chefs. Le président tunisien Kaïs Saïed, depuis 3 mois au pouvoir, se rendra dimanche en Algérie pour sa première visite officielle, a annoncé mercredi déjà la présidence tunisienne. Il avait promis durant la campagne avant son élection que son premier déplacement à l'étranger, ce serait donc en Algérie, un pays considéré comme voisin de la Tunisie avec la Libye en crise. Le président tunisien, qui n'a effectué aucun autre déplacement depuis son investiture le 23 octobre, si ce n'est une visite à Oman pour les funérailles du sultan Qaboos, doit passer une seule journée en Algérie, a indiqué la présidence à l'AFP. Il avait promis avant son élection que son premier déplacement à l'étranger se ferait en Algérie, seul pays voisin de la Tunisie avec la Libye en crise. La Tunisie considère l'Algérie, pays de 41 millions d'habitants, comme une grande sœur. Saïed, qui revendique les valeurs de la révolution de 2011 ayant chassé du pouvoir Zine El Abidine Ben Ali, doit rencontrer son homologue algérien Abdelmajid Tebboune, élu lors d'un scrutin contesté, tandis que se poursuit depuis près d'1 an un mouvement populaire contre le régime. Invité avant cette élection, Saïed avait laissé le Premier ministre sortant Youssef Chahed le représenter auprès des autorités algérienne. Cette visite officielle interviendra une semaine après qu'Alger a réuni les ministres des Affaires étrangères de la région au sujet de la crise en Libye qui a de profondes répercussions en Tunisie comme en Algérie. Les autorités algériennes et tunisiennes sont liées par une coopération dans la lutte antiterroriste essentielle pour venir à bout des groupes armés opérant dans la région montagneuse frontalière où les attaques et opérations sont récurrentes. La Tunisie dépend en outre de l'Algérie pour sa consommation de gaz naturel et le commerce avec son voisin algérien est crucial, ses exportations ayant souffert de la pète du marché libyen. Les fonctionnaires du Zimbabwe ont accepté mercredi, après de longs mois de négociations avec le gouvernement, une première hausse importante et immédiate de leur salaire, un geste qui peut faire éloigner la perspective d'une grève contre la vie chère. Reportage. L'inflation galopante qui sévit depuis quelques mois au Zimbabwe a considérablement érodé le pouvoir d'achat des agents de la fonction publique dans un pays englué dans une crise économique et financière catastrophique.
L'accord provisoire passé avec l'État prévoit un ajustement du traitement fondé sur le coût de la vie à compter du 1er janvier 2020, a annoncé mercredi Cecilia Alessander, chef de la Confédération syndicale des agents publics. Selon le quotidien gouvernemental The Herald, la hausse acceptée par son syndicat s'élève à 140%. Ces derniers mois, les fonctionnaires ont rejeté plusieurs offres de hausse salariale du gouvernement. Ils exigent que leur traitement soit indexé sur la valeur du dollar américain afin de compenser les effets de l'hyperinflation et de la chute de la devise locale, le dollar zimbabwéen. La crise de l'économie zimbabwéenne récurrente depuis 2 décennies s'est aggravée récemment avec le retour des pénuries de produits de base, les pannes d'électricité et la sécheresse. L'ONU estime que la moitié des 116 millions de Zimbabwéens est aujourd'hui menacée par la famine. Depuis sa mise en place fin 2017, le régime du président Emerson Mnangagwa, qui a succédé à Robert Mugabe, n'est pas parvenu à relancer l'économie. Il a depuis violemment réprimé plusieurs manifestations sociales. Requête en annulation pour fraude des élections législatives d'octobre dernier au Botswana. La justice du pays a définitivement débouté mercredi l'opposition de sa demande. Cette dernière dénonce des fraudes. La justice du Botswana consacre ainsi la victoire du parti au pouvoir depuis 1966. La cour d'appel de la capitale, Gaborone, s'est déclarée incompétente pour entendre les appels formés par le principal parti de l'opposition. Cette décision constitue le deuxième revers subi en moins de 2 mois par la coalition pour un changement démocratique, UDC, qui demandait l'annulation du scrutin législatif dans près d'un tiers des circonscriptions. Un premier tribunal avait déjà rejeté sa plainte en décembre. L'UDC avait alors saisi la cour d'appel de Gaborone qui a à son tour confirmé sa décision. Quant au Parti démocratique du Botswana, BDP, au pouvoir, il s'est réjoui que cette affaire soit terminée. Selon la commission électorale, le BDP a remporté 38 des 57 sièges du Parlement. Sitôt publiés les résultats, l'UDC avait dénoncé de nombreuses irrégularités. Son recours s'appuyait notamment sur la déclaration sous serment d'un lanceur d'alerte issu du BDP qui a dénoncé une fraude organisée par le parti au pouvoir. L'intéressé a notamment confessé avoir participé au transport de milliers de personnes pour qu'elles s'inscrivent frauduleusement sur les listes électorales des 5 circonscriptions de Gaborone, un fief de l'opposition. Voilà cette information qui met donc un point final à cette édition. Merci pour vous de nous avoir prêté oreille attentive. À très bientôt en programme d'Estica.